détail parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui et l'exemple de Yousri est bien plus intéressant que le mien. Mais j'ai fait une première reconversion sans formation et une deuxième reconversion avec formation. Et c'est peut-être pour ça que le profil de Yousri m'a intéressée. Donc Annabelle Rendu, moi j'anime l'AFIPRAL, qui est l'association des fabricants de l'industrie pharmaceutique de la région Rhône-Alpes. Donc c'est un réseau d'entreprises qui a à peu près 42 entreprises adhérentes, qui toutes ont pour point commun de fabriquer ou commercialiser un produit de santé. Donc moi je vais vous parler du secteur des médicaments à usage humain, des médicaments à usage vétérinaire, des dispositifs médicaux et du dispositif in vitro. Ce secteur, peut-être présente-toi Yousri rapidement dans quelle entreprise tu travailles et puis après sur ton parcours on rentrera dans le détail. Ouais. Donc bonjour, moi je m'appelle Yousri. Ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années que je travaille dans l'industrie pharmaceutique. On reviendra un peu plus tard sur mon parcours, je pense. Aujourd'hui, je suis en reconversion professionnelle, donc avec le rythme d'une semaine par mois en école, pour prendre mes pleines fonctions sur un poste de coordinateur sécurité environnement. Alors, quelques mots sur les industries de santé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, c'est 30 000 collaborateurs qui travaillent dans la branche. On réalise à peu près 5 000 recrutements par an, avec un bon tiers de ces recrutements qui sont des recrutements en alternance. Et quand on dit en alternance, c'est à la fois des jeunes qui entrent en apprentissage, mais aussi des moins jeunes qui arrivent dans le cadre de la reconversion professionnelle. Alors, j'ai pas la proportion exacte des adultes en reconversion professionnelle versus des jeunes en formation initiale. Et en tout cas, ça fait partie des pratiques de recruter. La plupart de ceux qu'on recrute sont dans ce type de situation. Pour donner un peu le schéma, on a dans le secteur d'activité 56% de femmes. Donc pour une industrie, c'est une industrie qui est relativement féminine. Et 56% de cadres. Alors il n'y a pas de connexion entre les deux, mais il se trouve que c'est le même chiffre. Et on est un secteur avec un niveau de formation relativement élevé, puisqu'on a un peu plus de la moitié de nos collaborateurs qui ont au moins un bac plus 2 en bagage. Alors, c'est pas parce que la moitié a au moins un bac plus 2 qu'il n'y en a pas d'autres, puisque évidemment l'autre moitié n'a pas de bac plus 2. Donc il y a parfois un parti pris sur la pharma qui est de se dire il faut être pharmacien pour travailler dans la pharma, pas du tout. Hein. On a la moitié de nos collaborateurs qui ont en dessous du bac plus 2, donc notamment nos opérateurs de production ont plutôt des niveaux CAP ou des niveaux bac. Mais encore une fois, Yousri vous en parlera un peu plus. Alors après, des éléments de salaire, parce que ça peut donner quelques points de repère. Je vois qu'il y a des stylos qui se lèvent pour noter. Le salaire moyen dans l'industrie de la santé, c'est 4 200 € par mois. Donc ça, c'est le salaire de base, qui ne compte pas l'intéressement, la participation, etc. Et le salaire médian, qui est de 3 200 €. Le médian, c'est qu'il y a la moitié qui gagne plus et la moitié qui gagne moins. Donc, qui sont plutôt des niveaux de rémunération élevés, mais qui sont également à connecter avec nos niveaux de formation, bien sûr, hein, parce que dans le cycle de vie du médicament, tous les métiers autour de la recherche, notamment, on est plutôt à des niveaux bac plus 8, et quand le gros des troupes de la prod est plutôt en dessous du niveau bac. Je regarde mes notes parce que pour pas vous dire de bêtises. Important aussi sur les formations en alternance. Nous, c'est vraiment la voie royale pour entrer dans le secteur. Et la preuve, c'est que 85% des formations qui arrivent sur nos métiers sont des formations en alternance. Donc il n'y a que 15% des personnes qui arrivent en étant en formation uniquement initiale, entre guillemets, théorique. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous parler à travers le parcours du Yousri, comment les transitions sont menées dans le secteur. Donc on n'a pas de support particulier avec des slides, mais l'idée, c'est plutôt d'être en mode discussion, échange. Et puis du coup, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, si vous avez envie d'interagir, parce que sinon on va se sentir très seul sur nos deux magnifiques chaises, certes, mais quand même très seul. Alors Yousri, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? On ne part pas de la maternelle, mais un peu plus tard. On va commencer un peu plus tard. Donc, pour ma part, c'est ce que disait un petit peu Annabelle, on n'est pas forcé d'avoir un bac plus 8 pour intégrer l'industrie pharma. J'en suis l'exemple vivant. J'ai un baccalauréat STI génie électrotechnique, donc filière technique. À l'issue de ce bac, j'ai effectué un BTS assistance technique d'ingénieur. Et puis, je suis rentré dans le monde du travail aux alentours de 2001.
2001 dans une entreprise équipementier automobile, donc rien à voir avec la pharma, sur un poste de technicien de production. J'y suis resté 8 ans, j'ai évolué petit à petit, j'ai fait mes armes dans cette entreprise. Je suis passé responsable méthode, puis responsable production. Donc ça a été, on va dire, mes premières expériences avec du management de personnes. Après 8 ans, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une entreprise pharmaceutique. Alors c'est une entreprise de dispositifs médicaux, sans avoir pour autant de bagages. Donc c'est là où on va peut-être insister un peu plus, c'est que voilà, j'ai beau être issu d'une filière technique et avoir travaillé pour les équipementiers automobiles, j'ai pu intégrer une entreprise pharmaceutique sur un poste de responsable de prod. J'y ai consacré 15 ans de ma vie. Donc aujourd'hui, je suis toujours dans l'industrie pharmaceutique, mais en reconversion professionnelle, donc comme je vous disais tout à l'heure, sur un poste de coordinateur sécurité environnement. Pourquoi ? Parce que j'ai une pathologie qui m'empêche, qui rend plus ou moins difficile mes astreintes très tôt le matin ou très tard le soir, chose qu'on est obligé de faire sur un poste de production dans l'industrie pharma. Donc il y a eu des organismes qui ont été présents, que ce soit dans le cadre de mon handicap ou autre, qui m'ont permis un petit peu, on va dire, de favoriser ça. J'ai été assez bien accompagné. Aujourd'hui, je suis toujours sur ce parcours, on va dire, d'alternance pendant une année. Voilà. Alors, tu l'as fait où, ta formation ? Alors, ma formation, je la fais au CESI. Je ne sais pas si ça parle pour tout le monde. Donc, une école d'ingénieur qui est sur le campus de la Doua, à proximité du campus de la Doua, pas tout à fait dessus, au rythme de 1 semaine par mois, donc sur une durée d'1 an. En termes de financement, ça se passe comment ? C'est une formation à temps plein. C'est 35 heures à l'heure. Une semaine par mois, en général, ouais, en général. Mais la semaine, c'est plein temps, c'est 35 heures. Ah oui, c'est toute la semaine, ouais. Alors parfois ça arrive comme là, j'ai eu cours cette semaine juste le mardi, et la semaine prochaine je fais 4 jours. Donc plus ou moins sur le mois en général on équilibre toujours à peu près une semaine. Et en termes de financement ? Alors en termes de financement, c'est ce que je disais, donc on dit M, je ne sais pas si ça parle pour tout le monde, qui est un organisme qui aide les personnes dans ma situation en termes de handicap à financer ces formations. Ok, alors tu t'es passé très vite sur ton parcours. Moi, j'aimerais bien insister sur ce qui t'a permis, d'abord, de l'industrie automobile à passer vers le dispositif médical. Qu'est-ce qui, selon toi, là, parce que je crois que là, il n'y a pas eu d'accompagnement formation particulier, en tout cas en externe. Non, aucune. J'ai simplement postulé à un poste qui s'ouvrait près de chez moi, je l'avoue, ça aide un peu. Et puis, plus que la compétence, on va dire, il y avait un savoir-être, je pense, qui est assez important et qui est encore plus accentué aujourd'hui. Le reste, je l'ai appris sur le tas. Voilà. Donc, l'industrie pharma a la chance de donner beaucoup de moyens pour former ses collaborateurs. Et j'étais dans ce cas-là, hein, j'avais aucune connaissance du monde de la fabrication des médicaments, des BPF, donc des bonnes pratiques de fabrication, c'est ce qui régit un petit peu l'industrie pharma. Et tout ça, ça s'est fait au fil des années. Et est-ce qu'en interne, tu as été accompagné, par exemple, avec un tuteur, est-ce qu'il y a eu du compagnonnage ? Alors, tu étais sur un poste de management, là, c'est peut-être un peu particulier sur ces postes-là. Il y a de l'accompagnement. Il y a l'accompagnement et le fait que j'ai fait 3 entreprises pharmaceutiques au total hein, sur les 15 ans. Lorsque vous arrivez, ou si ce n'est les collaborateurs que j'ai pu avoir, vous avez un accompagnement qui peut être assez important, point de vue d'autres entreprises. Nous, on compte en général 2 mois et demi à 3 mois de formation. Donc il y a vraiment un accompagnement qui est suivi. Pourquoi déjà ? Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la fabrication des médicaments, c'est quelque chose qui est très encadré. Mais voilà, l'entreprise pharmaceutique donne les moyens pour arriver sur une autonomie complète. Ok, et le processus d'inscription au CESI, d'abord, cette évolution professionnelle, le fait de passer de la prod à la sécurité, comment ça s'est passé ? Quel est le processus qui a été mis en place ? C'est venu de toi, c'est venu de ton entreprise ? Ça s'est fait conjointement de par mes difficultés de santé.
le service, donc on a le service médical qui est dans l'entreprise, mais aussi bien les ressources humaines ont été très présentes. Et je suis pas le seul, hein, je suis pas vraiment un cas à part dans cette situation. On a un accompagnement qui est assez présent, et on m'a beaucoup aidé pour arriver à ce niveau. Je vous cache pas qu'il y avait quelques appréhensions parce que bon, faut sortir de sa zone de confort. Faut se dire, je vais retourner à l'école à 45 ans. Après, voilà, il faut aussi peser le pour et le contre. On a la chance, enfin, j'ai la chance d'avoir une entreprise qui me suit dans ma démarche, qui me donne les moyens de le faire, qui me donne aujourd'hui le moyen d'être ici pour témoigner auprès de vous. Donc, voilà. Dans ton quotidien, qu'est-ce qui te plaît dans ce secteur d'activité? Alors, la première des choses, de par ma pathologie, c'est de pouvoir amener quelque chose déjà à moi-même, mais aussi amener des choses à l'humain, parce que ça reste quelque chose de très important aujourd'hui. Les médicaments sont là pour nous aider à guérir, pour être en meilleure santé. Ça, c'est vraiment la première des choses. Ensuite, c'est une entreprise qui évolue constamment. Donc, vous avez des nouvelles réglementations, vous avez l'évolution de la médecine, hein, les recherches qui s'effectuent. Donc, vous ne rentrez pas dans de la monotonie où vous faites uniquement que de la production. Moi, pour mon cas, vous avez la possibilité de voir énormément de choses. Et on a aussi la possibilité, quand ça coince quelque part, on va dire de prendre une petite déviation, et de se réguler sur notre voie. Tu travailles en anglais? Ouais, mais bon, on entendait très bien madame tout à l'heure. Je ne sais pas si la salle entendait bien. Vous entendez bien derrière? Oui. Bon, bah parfait. Bonjour. Je voulais juste savoir en fait le lien qu'il y avait, parce que je reviens en fait sur la partie accompagnement, à savoir qu'est-ce que Afipral a pu réaliser justement sur l'accompagnement de Yousri. Alors rien. C'est pour ça que je voulais comprendre un petit peu le lien que vous aviez en fait tous les deux. L'Afipral regroupe les industries de santé de la région. Donc Viatris est adhérent à l'Afipral. Une des missions de l'Afipral, c'est de faire la promotion des métiers et de mettre en relation nos collaborateurs avec des futurs candidats. Voilà. Donc moi j'ai fait un appel à candidats, je vais au salon de la reconversion pro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une reconversion, qui a envie de parler de sa reconversion? Et Yousri a levé la main en disant moi ça m'intéresse d'en parler. Et j'ai trouvé son parcours intéressant parce que il y a cette notion de, je trouve moi, de mobilité d'abord inter-industrie. Et je trouve que parfois on voit un peu la vie en silo. C'est-à-dire qu'on rentre dans un secteur et on imagine que on va faire sa carrière dans le secteur, ou en tout cas que ça va être compliqué de passer à un autre secteur. Là, typiquement, Yousri, il est passé de l'industrie automobile à l'industrie de la santé sans aucune formation, à part, je pense, une bonne dose d'adaptation. Mais ça, j'allais dire, c'est deux cultures d'entreprise, pas forcément deux cultures de secteur. Il suffit de deux cultures d'entreprise pour avoir besoin de s'adapter. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Et que aussi, des raisons de santé peuvent être des opportunités pour rebondir de façon positive. Il aurait très bien pu s'écroler avec son problème de santé en disant j'arrête de bosser, hein, je crois qu'on te l'a proposé. Voilà, donc je trouve que ce témoignage est intéressant parce que les ressources, ils sont en chacun de nous. Alors certes, il peut y avoir un secteur d'activité et un environnement plutôt favorable, mais c'est avant tout la ressource de chacun de dire j'y vais ou j'y vais pas. Merci beaucoup encore une fois. Justement, je vais rebondir par rapport au sujet de l'handicap, des aménagements. Est-ce que j'imagine, il y a une RQTH qui s'est mise en place. Est-ce qu'elle est arrivée au moment de transition du secteur automobile au secteur pharma? Alors, ça a été un jour ou c'est arrivé? Non, ma RQTH, je l'ai depuis que je suis adolescent, depuis 15-16 ans. Donc je l'avais déjà, lorsque je travaillais dans le milieu automobile, je suis passé dans l'industrie pharma, mais il n'y a eu aucune intervention de ce côté-là. Ça s'est vraiment fait, voilà, il y a eu un poste qui s'est proposé dans ce secteur et j'ai dit pourquoi pas y aller et j'ai postulé. Donc de manière tout à fait normale, on va dire. D'accord, il n'y a pas eu d'aménagement précis lié à l'handicap. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. L'anglais. Ah oui, voilà. Est-ce que tu as besoin de travailler en anglais?
Oui, oui, Viatrix est un groupe américain et on a des reporting à faire en anglais. Je vous avoue que j'avais pas parlé anglais depuis un peu après l'école, donc j'ai des cours. J'ai des cours aussi, donc ça c'est l'entreprise qui finance à part entière, donc rien à voir avec le Andiem, avec leur de formation. C'est pour pouvoir arriver à ça, j'ai des petits cours d'anglais, une fois par semaine, pour pouvoir un petit peu me remettre à niveau. Est-ce que tu as autre chose à nous... sur ton parcours Sur mon parcours et de manière plus générale, j'ai eu l'occasion, j'ai eu le plaisir en tant que responsable de production de recruter, de mener des entretiens. Je raisonne de la même manière que moi je suis rentré dans le monde pharma, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que disait tout à l'heure Annabelle, il ne faut pas forcément avoir un bac+8 pour pouvoir rentrer, il ne faut pas forcément avoir les compétences, il y a un savoir-être qui est vraiment le plus important. Le reste, ça s'apprend sur le tard. On a la chance dans l'industrie pharma de donner le temps. Lorsque j'étais dans l'équipementier automobile, il fallait que ça aille vite. Mais aujourd'hui, l'industrie pharma, c'est ce qui m'a vraiment fait une démarcation. On prend vraiment le temps de former ses collaborateurs. Je crois qu'une prise de poste, c'est entre 1 et 18 mois en fonction des... Alors là, je parle juste secteur production. Sur les premiers niveaux, conditionnement, il y a 1 mois à peu près de prise en main des différentes machines. Ça dépend des sites, bien entendu. Quand on est sur le vaccin et sur la culture cellulaire, en général, il y a du doublon pendant 18 mois avant d'être autonome sur la gestion des équipements. Alors je suis désolée, ça tombe sur vous, mais aujourd'hui on a beaucoup entendu d'intervenants dire oui, c'est les soft skills qui comptent, c'est l'être, le savoir-être avant tout. Mais bon, avant de démontrer qui on est, même en entretien ou dans un poste, il y a le CV. Et quand alors là, responsable de production, il y avait quand même la fiche responsable de production dans l'automobile. Quand on est en reconversion totale, comment du coup les entreprises de votre réseau s'ouvrent aujourd'hui à des profils autres? Alors vous avez raison, je pense que c'est quand on rencontre des difficultés qu'on change. Tant qu'on n'a pas besoin de changer, on ne le fait pas parce que ça demande des efforts pour tout le monde, y compris pour les entreprises et y compris pour les recruteurs. Et je le dis de façon très transparente parce que j'ai fait ce métier pendant 10 ans. Et maintenant que je peux croiser des candidats et je me rends compte d'abord on n'a pas le même rapport au temps, c'est-à-dire que l'entreprise, quand elle met 1 mois pour recruter, elle a l'impression d'aller hyper vite. Un candidat qui n'a pas de réponse pendant 3 jours, c'est compliqué. Donc, ce que vous évoquez là, il y a différentes choses. Par exemple, nous, dans la pharma, régulièrement, on bosse avec, alors maintenant France Travail, sur des MRS. Je ne sais plus ce que ça veut dire, MRS. Si quelqu'un dans la salle sait, vient m'aider. Méthode de recrutement par simulation. Merci bien. Le principe, c'est qu'en fait, on se met d'accord sur un cahier des charges, entre guillemets, de comportement et aptitude attendue. Les conseillers, alors à l'époque pour l'emploi, maintenant France Travail, viennent sur site, viennent vérifier. Il y a des visites de poste et du coup, ils font toute une liste de ces à la fois aptitudes et à terme compétences. Ça, ils le transforment en des batteries de tests. Et donc, on ne va pas tester, encore une fois, la capacité à avoir déjà fait, on va tester la capacité à pouvoir refaire demain, à faire de le faire dans le futur, non pas dans le passé. C'est vrai que le CV, c'est le problème, c'est que si on prend quelqu'un qui a déjà fait, dans 2 mois, il s'ennuie, quoi. On est d'accord. Donc, dans ce cadre-là, on va dire, on fait une information collective auprès de France Travail. Donc, on présente l'entreprise, les postes à pourvoir. Les personnes qui sont intéressées lèvent le doigt, elles passent les tests. Si les tests sont positifs, elles passent un entretien auprès de l'entreprise. On ne découvre son parcours qu'à la fin de l'entretien avec l'entreprise. Avant ça, on ne connaît pas son parcours. Et c'est une condition pour faire la MRS, c'est qu'on accepte de recevoir des personnes dont on ne connaît pas. Alors, moi, j'ai pu l'accompagner dans une des entreprises qui s'appelle Boiron.
le chef d'équipe, la première question qu'il pose, c'est il a fait quoi? Je dis on s'en fout de ce qu'il a fait. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il est capable de faire demain. Mais assez naturellement, celui qui a l'habitude de recruter, la première question qu'il pose, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il se trouve que alors, ces personnes-là sont encore dans l'entreprise aujourd'hui, c'était il y a 18 mois. Il y a un boulanger, il y a un carrossier automobile, donc des gens qui, évidemment, n'étaient pas du tout dans l'environnement de la pharma avant, qui n'étaient pas du tout dans l'environnement industriel, mais qui avaient les aptitudes à. Donc ça, c'est une première piste. Ce qui sont des pistes avec sur des postes qui demandent un temps d'adaptation, formation relativement court. Hein, c'est ce dont parlait Yousri tout à l'heure, 1 mois de prise de poste, 3 mois de prise de poste. Quand on est sur des parcours un peu plus longs, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a un vrai effort du candidat à faire sur son projet professionnel, mais de façon, parce que vous allez investir dans une formation, et là, tout le jeu, c'est de faire le lien, mais ça, en bilan de compétences, en général, vous le faites assez bien, de faire le lien entre ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire, et ce que vous êtes capable de faire, et du coup, vous le transformez en projet professionnel. Mais là, effectivement, il peut y avoir la case CV. Après, moi, j'ai un autre adhérent qui a décidé de recruter sans CV complètement et qui travaille avec une association qui s'appelle Je ne suis pas qu'un CV et qui ne présente des candidats que sans CV. Mais la transition, elle est lente. Elle est lente. Le premier réflexe, ça va être qu'est-ce qu'il a fait, donne-moi son CV. Je suis d'accord avec vous. Mais on y arrive. Et encore une fois, sur des postes de production, moi, je trouve qu'il y a un vrai défaut dans notre secteur d'activité, pour être très transparente, mais qui n'en est peut-être pas qu'un, c'est qu'on utilise beaucoup l'intérim. Moi, je trouve qu'on ne peut pas demander à des gens d'être fidèles quand on leur propose de la précarité. Voilà, je trouve que c'est pas très cohérent. Mais c'est un point de vue tout à fait personnel qui n'engage que moi, et là, je ne suis plus à Fipral quand je dis ça, je suis juste Annabelle. Mais qui a l'avantage que le candidat aussi peut se tester et de voir s'il aime. Parce que tu n'as pas parlé des conditions de travail en prod, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est pas si loin que ça, les masques toute la journée. Moi, vous me collez un masque toute la journée, d'abord je ne peux pas parler tout le temps et c'est insupportable. Pour moi, voilà. Et ce sont des conditions de travail que tout le monde n'a pas envie d'avoir dans son quotidien. Exactement, c'est exactement ça. Après, par rapport à d'autres secteurs, il y a quand même moi, de ce que j'ai relevé, il y a quand même un confort qui, par rapport à d'autres activités où c'est plus contraignant, on a une température qui est contrôlée toute l'année, donc on est à 21, 22 degrés. Voilà, vous travaillez dans une zone qui est relativement propre. Donc, pas relativement, super propre. Qui est super propre. Ça fallait pas le dire. Non, mais voilà, par rapport à d'autres secteurs, moi mon père était mécanicien poids lourd, voilà, que je suis allé faire mon stage de 3e chez lui, je suis rentré, j'ai dit waouh. Donc avec des astreintes 24 sur 24 heures, sous la pluie, sous le vent, sous la neige, etc. Donc il y a quand même aussi un confort qui n'est pas non plus négligeable. Mais pour revenir au point de l'intérim, c'est vrai que j'ai toujours connu ça depuis les 15 ans que je bosse dans l'industrie pharma. On fait appel à énormément de personnel intérimaire. Cela dit, il faut aussi regarder le côté positif, c'est qu'il y a énormément de contrats intérimaires qui aboutissent sur un CDI et avant les 18 mois. Donc ça permet vraiment aussi de jauger d'un côté et de l'autre, d'avoir la personne, de voir comment la personne évolue, de vraiment apprendre à connaître la personne et voir comment elle s'intègre dans l'entreprise. Mais me dire pourquoi aujourd'hui on a autant de personnel intérimaire, je ne saurais pas vous dire. Et après, ça reste là, on parle de la population industrielle, donc sur des sites indus qui sont au moins en 2-8. Et puis une bonne partie sont en 3-8 et quelques-uns 5-8, mais c'est quand même plus rare. C'est ça. Le 5-8 se fait de moins en moins, ça existe toujours, mais on a des personnes qui travaillent en week-end. Donc moi j'en suis aussi l'exemple, j'ai fait 10 ans de week-end, donc 2 fois 12 heures. Alors, ça m'a permis de voir grandir mes enfants, de faire du bricolage à la maison. Mais et ça n'a pas de lien avec ta pathologie, on est d'accord? Et non, rien à voir avec la pathologie non plus. T'as pas rendu malade, quoi? Non, c'était un choix de vie, rien à voir, rien à voir. Peut-être monsieur avant, non? Non? Ah, pardon. Madame? Pour faire tourner l'esprit. Juste une question, qu'en est-il des embauches des seniors? Bonne question. Qui est très difficile. Alors, c'est une très bonne question.
les industries de santé, on n'avait pas de problème d'attractivité, pas de problème de recrutement jusqu'à, on va dire, le Covid. C'est un peu le Covid qui a été le déclencheur. Alors pour beaucoup de secteurs d'activité, sauf que nous, on est arrivé à la fin, quand on appelle ça le fil était tendu, quoi. Donc on s'est attaqué d'abord aux jeunes, et puis maintenant se pose la question des seniors. Clairement, c'est là où il y a le plus de compétences disponibles en France. Donc après, on n'est pas du tout, enfin je vais être très, très transparente, hein. Aujourd'hui, on n'est pas très mature sur l'intégration des seniors. En tout cas, sont des sujets qui arrivent sur le tapis au niveau de la branche et au niveau des entreprises. Ce sont des sujets qui sont de plus en plus abordés, mais il n'y a pas suffisamment de maturité pour qu'aujourd'hui je puisse avoir le discours qui va bien. Donc je préfère pas m'engager là-dessus. En tout cas, on voit, moi je vois de plus en plus de personnes en reconversion. Alors, est-ce que la reconversion c'est à 55 ans ou est-ce que la reconversion c'est à 40 ans? Alors quand on sait qu'on est senior à 45 ans aujourd'hui, bon, ça c'est encore une autre question parce qu'on n'est même pas en milieu de carrière à 45. Hein. Mais donc j'espère que c'est des choses qui vont bouger. Peu importe, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, on intègre de plus en plus de personnes en cours de carrière et cette proportion augmente. C'est-à-dire qu'on avait tendance jusqu'à présent à intégrer des personnes plutôt en début de carrière. Nous, on a une ancienneté moyenne de 14 ans, ce qui est quand même assez important. Donc ça veut dire qu'on a relativement peu de turnover. Et alors ça, c'est le marché changeant. Nous aussi, on commence à avoir du turnover. Et ce qui est plutôt, je pense, une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les entreprises seront moins frileuses à prendre des personnes pour un temps plus ou moins long, en fonction des projets des uns des autres. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas de politique de secteur sur les jeunes, sur les seniors, mais de la même façon qu'il y a 4 ans, on n'avait pas de politique alternance, en 4 ans, on a multiplié par 4 le nombre d'alternants qu'on a dans nos entreprises. Donc là, on commence à aborder le sujet, donc peut-être que l'année prochaine, j'arriverai avec des réponses concrètes auprès de vous, mais aujourd'hui, je n'ai pas d'exemple à vous citer. Merci. Peut-être une petite question. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans l'environnement manufacturier, en fait, que ce soit dans l'automobile ou dans l'industrie de la pharma, est-ce que les métiers évoluent? C'est-à-dire que c'est une industrie manufacturière, donc avec un passé un peu à la tayloriste, hein, dans la fabrication. Est-ce que vous avez constaté les évolutions là, sur ces 10 ou 15 dernières années? Parce que je sais que les métiers évoluent, les jeunes veulent plus travailler de la même manière, le management évolue aussi. Qu'est-ce que vous avez constaté comme changement? Je peux répondre sur ton site et puis après je réponds. Alors oui, ça a évolué. Je suis aujourd'hui, j'ai 45 ans, donc on va dire que j'ai un peu vécu ce changement-là dans la façon de travailler. Dans la façon de travailler, on sait que l'international s'ouvre, il y a les échanges de marché qui s'effectuent, donc les entreprises, on va dire, sont plus vigilantes à la production, au respect des cadences, et il faut en parler, hein, parce que ça fait partie du quotidien. Les mentalités ont aussi évolué au niveau des recrutements, on en parlait un petit peu tout à l'heure. On n'est plus sur la génération de mes parents, où voilà, il y a le travail. Les mentalités ont tendance à un petit peu changer. En bien ou moins bien, ça je ne sais pas, mais l'équilibre perso-pro se ressent de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est des sujets qu'on aborde beaucoup plus. Je le vois sur les dernières années, il y a les échanges dans le cadre des négociations annuelles, les échanges avec les partenaires sociaux, la QVT, donc la qualité de vie au travail, est beaucoup plus importante. Elle prend beaucoup plus de place que ce que j'ai pu connaître en début de carrière quand j'ai commencé. Donc oui, ça évolue. Ça évolue et quelque part, heureusement aussi, hein, parce qu'il y a besoin toujours de trouver cet équilibre. Alors après, pour répondre sur la partie évolution du métier en lui-même, techniquement, c'était votre question aussi? Ouais. C'est l'environnement global, parce qu'on a parfois des choses, on fait attention, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus dures maintenant qu'il y a 15 ans, par exemple, sur l'efficacité des résultats qu'on cherche, etc. La rapidité avec... Alors,
On a aussi, l'évolution technologique qui est présente et il faut pas... là, sur les derniers sujets, moi, dans le cadre de ma nouvelle intégration, on parle d'exosquelette, chose qui n'existait pas il y a 20 ans. Donc oui, les choses changent, les cadences aussi, on va dire, augmentent bien sûr, parce que les équipements sont beaucoup plus fiables, sont beaucoup plus modernes, sont beaucoup plus automatisés. Donc il y a aussi cet aspect-là qui rentre en compte. C'est pas uniquement... lorsque j'ai commencé à produire, vos blisters de médicaments étaient insérés à la main dans des étuis avec notice. Aujourd'hui, c'est des machines qui le font. Donc, forcément, on n'est plus sur le même type de cadence, par exemple. Mais il y a aussi tout cet accompagnement, ce que vous disiez, par exemple, il y a des charges à porter, des bobines pour... on met en place ces exosquelettes, donc il y a l'adaptation aussi avec les technologies d'aujourd'hui. Alors effectivement, d'un point de vue technologique, je pense qu'on est passé de mettre des boîtes dans des cartons à certains postes de conditionnement à là maintenant piloter des lignes. Donc parfois on a un collaborateur qui pilote 3-4 équipements différents. Donc l'enjeu il est plus sur les troubles musculo-squelettiques, c'est plutôt sur la capacité à gérer le stress, à gérer les incidents. Nous on investit beaucoup sur la formation parce qu'on est persuadé que des collaborateurs qui sont formés, ils sont rassurés. Alors ça n'empêche pas qu'il y a du rythme derrière, je dis pas, mais je pense que quand on dit qu'il y a 1 à 3 mois de formation pour piloter un équipement de conditionnement, c'est 1 à 3 mois en étant doublon. C'est pas juste, j'ai pas vérifié que tu étais autonome, c'est tu fais rien tout seul, donc on est toujours deux. Déjà ça permet de sécuriser un peu et la prise de poste et du coup le stress qui peut être engendré derrière. Et puis après il y a des mouvements un peu plus de fond. Nous, en Europe, il y a toute une partie qu'on n'a pas vécue, qui a été... on l'a vécu différemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas vécu en transformation des métiers, mais on l'a vécu par l'externalisation. C'est-à-dire que l'économie du médicament a fait qu'il a été plus rentable d'aller faire fabriquer ailleurs que de fabriquer en Europe. Bon, on s'est rendu compte il y a 4 ans qu'on a été un peu fait de 3 bêtises, donc on essaie de revenir en arrière. Mais nous, notre problématique aujourd'hui, c'est ça. C'est être capable de rapatrier des productions en Europe pour être autonome et être souverain sur notre santé, avec des technologies qui sont parties, mais qui n'ont pas évolué, c'est-à-dire qui sont des technologies des années 90, avec, par exemple, les normes environnementales qui vont avec. Aujourd'hui, il y a des freins comme ça, il y a des molécules qu'on ne peut pas ramener en Europe parce que les normes européennes, d'un point de vue environnemental, sont trop exigeantes. Et tant mieux, elles ne sont pas trop exigeantes en l'absolu, mais elles sont trop exigeantes pour la technologie qui est derrière. Donc on a aussi de la recherche à faire sur fabriquer de façon meilleure, et du coup de pouvoir rapatrier en Europe. Et puis après, il y a un autre phénomène, c'est, on va dire qu'en termes de recherche et développement sur tout ce qui est médicaments d'origine chimique, on est relativement mature. Alors c'est là où on a le plus de problèmes de rupture, mais on est plutôt sur des médicaments matures. Les médicaments de demain sont plutôt des médicaments biologiques. Et un médicament biologique, c'est pas le même métier. Un chimiste, un biologiste, si vous les mettez l'un à côté de l'autre, ils ne parlent pas la même langue, et c'est normal, parce que ce sont deux sciences vraiment différentes. Donc on a aussi ce challenge demain de transformer un certain nombre de sites qui sont des sites chimiques en sites biologiques. La chimie, alors je suis pas scientifique, donc je vais forcément dire des bêtises, mais c'est une recette de cuisine. On fait des mélanges, on filtre, etc. Un médicament d'origine biologique type un vaccin, c'est de la culture cellulaire, c'est juste c'est un autre monde. Donc là, ce sont d'autres métiers. Donc on a ce challenge-là, mais qui est un challenge à long terme, parce que l'essentiel de nos sites reste des sites chimiques. Ah oui, pardon, il y a ça. On parle beaucoup d'opportunités sur des métiers de production, de fabrication. Est-ce qu'il y aurait des opportunités sur des métiers plus support, administratifs? Est-ce qu'il y a vraiment un vrai besoin ou on est plus orienté sur de la production? On a ciblé production parce que Yousri a un parcours qui est très production, mais effectivement 50% de nos emplois sont des emplois hors production. Sur un site comme Marcy-l'Étoile, un site Sanofi qui a 3500... Non, mais sur un site de 3500 personnes, il y a moins de 2000 personnes en prod. C'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en fonction support. La tendance de fond, c'est qu'on rapatrie des molécules en France et qu'on a une pyramide des âges qui est assez vieillissante. Donc la conjonction des deux fait qu'on a... Voilà, il y a des recrutements. On dit entre 3 et 5 000 recrutements par an dans le secteur. Il y a entre guillemets certaines entreprises qui passent systématiquement par l'intérim.
Et puis il y a d'autres entreprises qui ont des politiques de recrutement qui sont autres. Il y en a qui passent par des prestataires, il y en a qui recrutent en direct. Il y a des politiques d'entreprise qui peuvent être assez différentes les unes des autres. Et en fonction du métier sur lequel vous êtes, parfois c'est externalisé. Si vous faites de la comptabilité, enfin, si vous faites de la finance, une partie des RH, il y a certaines entreprises du secteur qui ont fait le choix de confier ces missions-là à des spécialistes du sujet. Qu'elles ne gèrent plus en interne, mais qu'elles, entre guillemets, elles sous-traitent. Et ça, encore une fois, Et après, on a d'autres entreprises qui sont totalement intégrées, qui n'ont que des personnes, qui travaillent très peu avec l'intérim. C'est vraiment en fonction des cultures d'entreprise, de l'actionnariat, parce que l'économie de marché, l'actionnariat influence forcément les décisions et du coup les modes de recrutement des entreprises. Donc, j'ai du mal à vous donner une réponse uniforme en fonction des entreprises. En tout cas, 50% de nos emplois ne sont pas des emplois de production. Donc ça va être des emplois autour de la qualité, ce qui pour nous c'est une grosse partie des emplois. Le réglementaire, tout ce qui est en relation avec les autorités de santé. Ma question, quels sont les métiers sous tension dans la filiale actuellement en fait, quelles sont les fonctions qui manquent de personnel qualifié ou compétent? Alors, nous, on a identifié 3 familles de métiers qui sont en tension. Le premier, c'est les familles de la production et de la maintenance. Ça, on n'est pas... on est un peu comme tous les secteurs industriels. Le deuxième secteur, c'est pour nous les techniciens scientifiques. Je ne sais pas si vous avez... si vous êtes d'un niveau technicien, vous avez des enfants qui sont en âge de le devenir. Aujourd'hui, c'est introuvable. Un technicien bac plus 2, bac plus 3, qui est en biologie ou en chimie, c'est introuvable. Ils veulent tous aller au bac plus 5. Alors moi, quand je fais des remises de diplômes sur des licences pro, je dis merci aux parents, merci de leur avoir dit de s'arrêter, parce qu'en fait, ils trouveront plus de jobs que s'ils vont jusqu'au bac plus 5. Non, mais c'est une réalité. Hein. Aujourd'hui, on a des ingés qui postulent à des postes de techniciens. Ce qui en soi, pourquoi pas, parce que il faut bien démarrer par quelque chose, sauf que l'entreprise sait que ça ne va pas durer. Parce qu'ils ont appris d'autres choses, donc ils attendent d'autres choses. Donc forcément, même s'ils sont pleins de bonne volonté, qu'ils ont envie de faire ça en démarrage de carrière par exemple, on sait qu'assez rapidement, ils auront envie de faire autre chose. Et on va se retrouver, est-ce que j'ai la possibilité de lui donner autre chose, auquel cas tout va bien? Si j'ai pas cette possibilité-là, ça fait 2 frustrés, c'est-à-dire c'est l'employeur et le salarié qui sont frustrés. C'est un peu dommage. Et à la vitesse à laquelle vont... alors je ne vais pas parler des jeunes générations, parce que je pense que c'est plus sociétal que générationnel. Avec un marché qui se détend, on s'ennuie 6 mois, pas 12, hein, pas 2 ans. Voilà, au bout de 6 mois, ça ne marche plus, pouf, ce qui est tout à fait légitime. Donc ça, c'est la deuxième famille de métiers, les techniciens scientifiques. Et nous, la troisième famille, alors qui en volume est un peu moins importante, mais qui est nous vraiment centrale dans le fonctionnement des sites, c'est tout ce qui est la qualité et les affaires réglementaires. Donc c'est qualité du produit et discussion avec les autorités de santé. Il faut savoir qu'en 2e année de pharma, il y a des chaises libres dans toutes les facs de France, à peu près 20%. On ne trouve pas suffisamment de jeunes pour faire pharmacie. Donc parlez-en autour de vous. Hein. La première année d'études de santé, elle est accessible à ceux qui veulent faire pharma. Et quand on est pharmacien, on peut être à l'officine, on peut être à l'industrie, on peut être à l'hôpital. C'est 6 ans d'études, c'est pas non plus 15 ans d'études, hein, c'est 6 ans. On se spécialise à partir de la 4e. J'en profite pour faire mon petit coup de pub parce que moi, je trouve ça dommage quand même qu'on ait des filières d'excellence en France pour lesquelles on ne trouve pas suffisamment de candidats. Et en parallèle, on a un paquet de gamins qui partent en Belgique, en Espagne se former, alors que nous, on a des places dispo dans nos universités. Donc voilà, les 3 grandes familles de métiers, les métiers de la prod, le technicien scientifique et les métiers de la qualité et du réglementaire, mais d'un niveau bac plus 5 à bac plus 8. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas en termes de timing où on en est. Il reste encore 5 minutes. Ah, donc on peut prendre 1 ou 2 questions. Non, c'est bon. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci Yousri pour ton témoignage. Et puis voilà, dispo. On a un site internet pour l'emploi qui est... donc nous, on dépend des entreprises du médicament, le LEM, L-E-E-M. Et en fait, il y a un site qui s'appelle lem-emploi.org et sur lequel tous les labos mettent leurs offres d'emploi. Pour ceux qui voudraient s'orienter vers les métiers de la prod et de la qualité, on a l'IMT qui est là, qui propose des formations de 12 à 24 mois et qui sont, en tout cas sur les métiers de la production,
Ils sont vraiment la référence dans le secteur. Voilà. Merci à tous. Merci bien.